Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo dans laquelle je vais vous parler des thèses. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse, comment on fait pour postuler à une thèse, comment on candidate, comment se passent les auditions, ce que c'est le concours de l'école doctorale. Je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Je me suis fait un plan et des notes mais ça risque d'être un peu confus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et si jamais j'oublie des choses, ce qui risque d'arriver, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Une thèse, qu'est-ce que c'est? C'est une formation par la recherche et c'est organisé par des écoles doctorales. Donc les écoles doctorales, il y en a plus de 200 en France, donc voilà pour ça, et je vous expliquerai ça par la suite. Et on parle de thèse, mais généralement, enfin le diplôme qu'on obtient, on passe un doctorat, c'est le doctorat, c'est licence, master, doctorat. Et le doctorat, du coup, c'est le plus haut diplôme universitaire qui est délivré et qui est internationalement reconnu. On parle de thèse. La thèse, c'est le document manuscrit qu'on va rendre. Donc en master, on passe un mémoire. En doctorat, on passe une thèse. On va écrire. Donc la thèse, c'est le document écrit qu'on va soumettre à des rapporteurs et qu'on va soutenir après oralement devant un jury. Donc dans le domaine des sciences exactes, donc je vais parler que de ça parce que c'est que ce que je connais, le doctorat, il se réalise en laboratoire de recherche à temps plein. Et généralement, ça dure 3 ans. Ça peut être prolongé s'il y a des soucis, si la thèse met plus de temps que prévu, si les manifs mettent plus de temps que prévu, s'il y a un problème personnel, on peut soutenir sa thèse au bout de 4 ans, on peut prolonger la thèse, mais généralement ça se fait en 3 ans. Et durant ces 3 ans, vous êtes considéré étudiant salarié, vous avez un salaire, vous avez votre salaire de thèse, mais vous êtes également étudiant, vous êtes rattaché à l'université, donc vous avez tous les avantages et tous les inconvénients que confère le profil d'étudiant. Je vais vous parler du salaire tout de suite, parce que c'est une question qui est venue. Donc là, ça a changé. Au 1er septembre 2022, le salaire brut d'un doctorant en France sera de 1 975 € brut. Voilà. À ça, vous pouvez rajouter des heures d'enseignement si jamais vous enseignez pendant votre thèse. Mais le salaire brut d'un doctorant en France sera de 1 975 € à la rentrée 2022. Voilà un peu pour le contexte de ce que c'est qu'une thèse. C'est pendant 3 ans, on va travailler sur un sujet de recherche, etc. Maintenant, je vais vous parler de la recherche de thèse. Et avant toute chose, je tiens à préciser que nous, dans notre fac, on nous a dit, vous savez, on a notre master biologie santé qui est divisé en deux, les masters recherche et le master professionnalisant, qui est plus à viser de devenir ingénieur par la suite et d'arrêter après le master. Ils nous ont dit que oui, si vous partez en master pro, vous ne pourrez pas faire de thèse, c'est complètement faux. Si vous êtes un master professionnalisant type ingénieur et que vous voulez faire une thèse au cours de votre M2, vous pouvez postuler, il n'y a pas de souci. J'ai la majorité de mes camarades qui étaient en master pro, là, qui ont une thèse, c'est sûr, c'est avéré. Maxime a décroché une thèse au Québec. Carla, elle est prise à Compiègne, elle va partir 1 an au Japon parce que c'est en co-tutelle avec un truc au Japon. Enfin bref, j'ai une autre amie, Laura, qui passe sa thèse, qui passe le concours de l'école doc vendredi à Reims. Enfin, ils sont pris, il n'y a pas de problème. Ils s'étaient mis ça en tête parce que c'est ce qu'on nous avait dit, mais ils ont postulé. Et ils leur ont demandé, mais par contre j'ai un master pro et tout, mais il n'y a aucun souci. Enfin, ils ont la même formation que nous. Donc si vous êtes un master pro et que vous voulez postuler à des thèses, on vous refusera pas parce que vous êtes un master pro, c'est faux. Donc les thèses, en gros les recherches de thèse, ça va un petit peu fonctionner de la même façon que lorsque vous terminez le lycée et que vous cherchez une fac, ou que lorsque vous terminez votre licence 3 et que vous cherchez un master. Quand vous terminez votre bac, enfin moi c'était post-bac ou APB, je sais plus ce que c'est maintenant, et quand tu termines ta licence, tu vas sur trouvermonmaster.gouv ou voilà. Là, pareil, pour chercher des thèses, il va y avoir des sujets qui vont tomber. Là, on cherchait des intitulés de master, on cherchait des intitulés de licence. Là, on va chercher un sujet de thèse. Et les sujets tombent sur des sites exprès également où tu peux rechercher des trucs. Donc les premiers sujets, nous, c'est à commencer à tomber mi-mars, début avril. Vous pouvez toujours regarder avant parce que si vous voulez faire des... Je sais que les sujets à l'étranger tombent plus tôt que les sujets en France. Je sais pas quand est-ce que ça tombe, j'ai pas cherché à l'étranger à part en Belgique, mais j'en sais rien. Mais en France, les premiers sujets tombent à peu près vers mars. Donc vous pouvez commencer à regarder tout doucement vers début mars. Et après, il va falloir vraiment chercher en avril. C'est là que la majorité des sujets étaient tombés pour nous. Avril-juin, ça a bombardé. Mais les premiers sujets sont tombés en mars. Donc il existe différents portails, différents sites internet où vous pouvez chercher vos thèses. Alors moi, j'ai cherché uniquement sur un seul site, c'est l'ABG. Je vais vous lister tous les sites que je vais parler. Donc je regarde juste mes notes. Il y a l'ABG, il y a Indeed, je pense que vous connaissez, on peut chercher du travail et les offres de thèses sont également mises sur Indeed. Il y a PhD Portal, Find a PhD,
LinkedIn, on peut trouver pas mal d'offres de thèse aussi. Doctorat.campusfrance.org, je vais tout vous lister, ce sera aussi en description. Sur ces sites-là, vous pouvez postuler et trouver des offres de thèse qui vous intéressent. Donc sur ces sites, moi notamment sur l'ABG, vous allez trouver donc le sujet de votre thèse, enfin le sujet de thèse qui vous intéresse. Vous allez avoir un court résumé généralement du sujet de thèse. Vous allez avoir donc peut-être des contacts, soit les contacts directs du directeur de thèse, soit le site du laboratoire ou de l'université à qui ça correspond. Vous allez forcément avoir la localisation et la ville dans laquelle est proposé le sujet auquel vous vous intéressez. Vous avez quoi d'autre? Oui, et ensuite ils vont vous expliquer les modalités pour postuler et ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent que vous leur transmettiez comme document. Alors là encore, ça va dépendre des offres que vous trouvez. J'ai trouvé des offres où j'avais uniquement besoin d'envoyer juste CV, lettre de motivation, et à contrario, j'ai eu des offres auxquelles j'ai postulé, où j'ai dû envoyer mon CV, ma lettre de motivation, mon bulletin de ma L3, de mon M1, le classement de M2, et des lettres de recommandation de mon tuteur de stage et du responsable de mon master. Ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets également où c'est marqué que si vous n'avez pas plus de 12 de moyenne ou si vous n'êtes pas dans le premier tiers de la promo de Master 2, ça ne sert à rien de postuler. Donc ils vont vous demander le classement quand c'est comme ça pour pouvoir bien vérifier que vous rentrez dans leurs critères. Donc voilà pour ça. Mais ça va dépendre de chaque offre. N'hésitez pas à poser des questions, là il n'y a pas de souci. Et j'ai genre bondi là-dessus parce que j'ai eu une question, on m'a demandé quelle moyenne il faut en Master 2 pour prétendre à une thèse. Honnêtement, à partir de 12 c'est bien, mais ça dépend vraiment des thèses que vous allez voir. Moi je vous dis, il y a des thèses où si t'as pas plus de 4, si t'as pas 14 de moyenne c'est mort. Il y en a si t'as pas 12 c'est mort, mais ça ne veut rien dire. C'est plus avantageux et vous avez plus de chances de trouver, ça c'est sûr. Mais j'ai une camarade qui était avec moi qui n'a pas validé son premier semestre de master. Elle a eu 9 et quelques, elle l'a pas loupé à grand chose, hein, mais elle n'a pas validé son premier semestre de master. Quand on postule aux thèses, on est encore en stage de M2, donc on n'a pas passé notre soutenance, on n'a pas validé, on n'a pas notre note, donc on n'a pas notre note globale de l'année. On peut envoyer uniquement notre note, notre moyenne et notre classement, parce qu'ils font un classement de premier, deuxième, troisième, et notre classement du premier semestre de Master 2. Donc cette fille dont je vous parle n'a pas validé son premier semestre de Master 2, elle a tout de même postulé à des thèses, elle a postulé à une thèse, elle a passé un entretien en visio, elle a été visiter le laboratoire, elle a passé le concours de l'école doc, et elle a eu sa thèse, alors qu'elle n'avait pas validé son premier semestre de Master. Donc c'était sous réserve qu'elle compense avec le stage et la soutenance orale, ce qu'elle a fait. Mais vous voyez, ça veut pas... C'est beaucoup plus avantageux d'avoir une bonne moyenne et d'être bien classé, je vais pas vous le cacher, parce que c'est ce que la majorité demande, mais ne vous découragez pas pour autant si jamais ça ne va pas au niveau de votre semestre de Master 2. Voilà, généralement, moi ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est 12 de moyenne, d'être dans le premier tiers ou alors dans la première moitié du classement de votre premier semestre de M2. Donc vous allez trouver un sujet qui va vous intéresser. Vous allez vouloir postuler et du coup là je vais arriver à une question qui m'a été posée, c'est quels sont les critères selon lesquels je dois trouver mon sujet de thèse? Qu'est-ce qui rentre dans mes critères? Alors personnellement au départ je me suis dit mais moi déjà j'avais des villes, c'était rédhibitoire, je voulais pas aller à Paris, je voulais pas aller à Marseille. Ces deux villes-là, c'était hors de question, donc j'avais déjà mes critères géographiques. Et ensuite, je me suis dit, je m'en fiche du reste, je veux juste un bon sujet. Je veux juste que le sujet m'intéresse à 100%, comme ça je serai sûre. La thèse c'est compliqué, ça va être 3 ans compliqué, mais là, si le sujet m'intéresse, je serai à fond dedans tout le temps, c'est sûr. Ce qui est vrai, mais c'est pas le plus important. On me l'a dit tout le long de mon master quand je parlais avec des doctorants, je le comprends maintenant, je l'ai compris durant mes stages. Le plus important selon moi, donc il y a le sujet qui fait une grosse partie, hein, mais le plus important c'est d'avoir un très bon encadrant.
parce que l'encadrant fait énormément de choses. J'ai des collègues qui sont en Master 2 là en stage qui ont eu des mauvais encadrants, des encadrants avec qui ça s'est très mal passé, qui ne sont pas faits pour encadrer des jeunes et ça c'était catastrophique sur leur morale et sur leur travail. Moi en revanche durant mon Master 1 et 2 vu que j'étais chez la même personne, j'ai eu 2 encadrants vraiment géniaux que je remercierai jamais assez. J'étais super bien encadrée durant mon Master. Et l'encadrement est vraiment primordial parce que vous allez travailler 3 ans avec la personne et si ça se passe mal, déjà que c'est compliqué de tenir en thèse même quand ça se passe bien, le moral va être très compliqué. Alors l'encadrant fait énormément et pour savoir si l'encadrant est bien, parce que malheureusement on peut pas forcément s'en rendre compte avant d'avoir les 2 pieds dedans, il faut discuter et essayer de rentrer en contact avec les anciens doctorants ou les anciens doctorants que le directeur de thèse sur le sujet auquel vous postulez a encadré. Essayez de rentrer en contact avec eux et ils feront plus partie du laboratoire, ils seront plus sous l'encadrement de cette personne, donc si ça s'est mal passé, ils auront aucun scrupule à vous le dire. Donc c'est important de le faire et généralement quand vous tombez sur des encadrants corrects, sous des directeurs de thèse corrects, quand vous postulez, moi j'ai déjà eu 2-3 personnes qui m'ont dit tenez si vous voulez les coordonnées de mes anciens doctorants, c'est telle personne et vous avez les mails et vous pouvez discuter avec eux. Vous pouvez discuter avec les personnes actuelles du laboratoire, avec son thésard ou sa thésarde actuelle, mais le problème c'est qu'ils sont encore dans le laboratoire et il peut y avoir une certaine forme de pression pour pas qu'ils vous disent toute la vérité, qu'ils auraient plus de liberté à vous dire lorsque la thèse est terminée. Donc pour ça, il faut rentrer en contact avec les anciens thésards, avec les anciens stagiaires de master du directeur de thèse sur le sujet auquel vous postulez. Donc moi mes critères, c'était donc tout d'abord la géographie, je voulais pas Marseille, géolocalisation plutôt. Je voulais pas Marseille, je voulais pas Paris. Ensuite, je voulais un sujet de cancéro surtout un sujet de biologie santé, un sujet de cancéro ou quelque chose qui me tapait dans l'œil vraiment. Un bon encadrant, mais ça on le sait au fur et à mesure, on le sait pas forcément. Et un autre conseil, tapez aussi le nom de la personne sur laquelle vous postulez, tapez son nom sur PubMed. Hein. Vous tapez son nom sur PubMed et vous allez voir les articles qui sortent. Demandez aussi le nom du doctorant actuel, tapez son nom, voyez s'il y a déjà des articles de sortie, parce que c'est important de savoir si les thésards actuels, les anciens thésards de cette personne ont beaucoup publié pendant leur thèse, s'ils ont publié sur des journaux qui ont des bons impact factors. Renseignez-vous là-dessus également. Donc moi c'était vraiment localisation, pas Paris, pas Marseille, ça fait 4 fois que je le dis, on a compris. Le sujet, l'encadrant et l'encadrant. C'est vraiment l'encadrant fait beaucoup de choses, après le sujet aussi, parce que si vous travaillez sur un sujet qui vous motive même pas un minimum, c'est pas la peine non. Avant, je refais une aparté parce que j'ai oublié de vous parler du financement, qui est quand même le plus gros point d'interrogation quand on postule en thèse. On vous dit, oui, il y a des sujets qui seront financés, qui seront pas financés, on comprend rien de ce qui se passe. Donc quand vous cherchez votre thèse, ça aussi c'est un critère important, quand vous cherchez votre thèse, généralement sur les sites, ça va être écrit financé, sous condition de réussite du concours de l'école doc, financement acquis, pas acquis, machin. Posez la question, peu importe que ce soit écrit, pas écrit sur l'annonce, quand vous postulez, c'est la première question que vous devez poser, est-ce qu'il y a un financement et demandez si le financement c'est... Enfin bref, vous posez la question du financement. Si on vous dit oui, le financement est 100% acquis, c'est bon. Et là, il va y avoir plusieurs cas qui vont se présenter à vous. Soit comme ma collègue là qui part faire sa thèse à Marseille. Donc elle, le financement n'était pas acquis. Et ça dépend, le fonctionnement du concours de l'école doc et du financement, c'est vraiment dépendant de chaque sujet, de chaque ville, de chaque laboratoire. C'est vraiment hyper dépendant. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de ma collègue, je prendrai l'exemple du mien et celui d'une autre collègue. Elle a postulé à une offre de thèse à Marseille qui n'était pas financée. Et le financement, c'était sous condition de réussir le concours doctoral. Parce que le concours de l'école doctorale va délivrer, là c'était 5 bourses il me semble, et donc elle passe le concours pour décrocher la bourse. Donc ici à Marseille, c'était un sujet, un candidat. Donc il y avait, il me semble, 20 sujets qui passaient, donc 20 candidats. Et là, c'est le candidat défend son sujet et à la fin, l'école doctorale fait un classement et fait un classement et donne les bourses
au meilleur, aux présentations qu'ils ont préférées, aux candidats qu'ils ont préférés, etc. Donc là, Marie, elle a réussi, donc elle a eu une bourse. Donc voilà, elle a son financement. Ensuite, il peut y avoir quoi comme autre cas de figure? Soit vous postulez par exemple à Reims. À Reims, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Eux, même s'ils ont déjà le financement, ils ont le financement, mais ils vont choisir de présenter 3 candidats à l'école doctorale. C'est-à-dire qu'ils ont le financement. Eux, quand ils font les sélections, quand ils reçoivent vos candidatures sur dossier, ils font de la sélection, des appels visio, des entretiens, machin. Ils sélectionnent 3 candidats qu'ils estiment les 3 meilleurs candidats pour leur thèse. Les 3 passent au concours de l'école doctorale. L'école doctorale établit un classement premier, deuxième, troisième. Le premier est pris. Si jamais le premier est pris sur une autre thèse et qu'il dit non, c'est le deuxième qui va être pris à sa place. Enfin, voilà pourquoi on classe les gens. Et donc voilà, même si on a le financement, on peut quand même être en concurrence avec d'autres personnes sur le même sujet. Sinon, il y a d'autres cas, comme moi et comme une autre collègue, le financement est acquis à 100% et ils décident de ne présenter qu'un candidat, qu'une candidate à l'école doctorale et vous êtes le ou la seule à passer le concours. Donc dans ce cas-là, c'est presque 99,99% de chances d'être pris. C'est uniquement si vraiment vous ne vous présentez pas à l'école doctorale ou que vous foirez vraiment complètement votre truc que vous n'êtes pas pris. Mais il peut y avoir différents cas de configuration comme ça. Soit le concours n'est pas, soit le financement n'est pas acquis et c'est sous réserve de passer, de décrocher une bourse par l'école doctorale, sous réussite du concours. Soit c'est acquis, mais vous allez être quand même en concurrence avec d'autres candidats sur le même sujet. Soit vous allez être tout seul dessus. Ça dépend vraiment de chaque truc. Et aussi, vous pouvez, là attention, c'est le cas le plus dangereux, vous pouvez aussi avoir des offres de thèse qui vous disent que qui sont en train de chercher des financements et qui ne vont jamais les trouver. Donc, à voir, ça c'est très dangereux. Et on vous dit oui, on est en train de chercher un financement, etc. Mais non, enfin, vous partez quand c'est comme ça, vous ne faites pas ça. Voilà. Donc, vous avez votre sujet, ça rentre dans vos critères. La ville vous plaît, le sujet vous plaît. Vous tapez le nom sur PubMed, vous voyez qu'il y a pas mal d'articles, ça vous intéresse. Ok, je postule. Vous envoyez donc un mail à cette personne, vous envoyez les pièces qu'il vous demande. Et alors, ça s'est passé comme ça pour la majorité des cas. Nous, on a eu un rendez-vous soit téléphonique, soit un rendez-vous en visio. Ensuite, il y a eu une visite du laboratoire, pas obligatoire. Et ensuite, la sélection, donc le passage du concours de l'école doc. Donc on va reprendre les points étape par étape. Donc vous postulez, vous avez une réponse négative. Bon bah voilà, c'est vite fait, vous cherchez ailleurs. Vous avez une réponse positive, chouette. Il vous propose un entretien, donc si jamais c'est sur place, c'est dans la même ville, il va peut-être vous proposer de vous déplacer. Ce qui m'est arrivé à Reims, j'ai postulé à l'Institut Godino. Soit ils vont vous demander de de faire un entretien en visio, soit par téléphone. Alors, durant ces entretiens, c'est vraiment une étape de présélection. Ils vont voir vos... Donc là, vous êtes en visio ou en appel téléphonique avec le directeur de thèse et généralement un autre encadrant ou alors qu'avec le directeur de thèse qui a proposé ce sujet. Ils vont vous poser des questions, vous allez pouvoir discuter, échanger du sujet ensemble. C'est pas un interrogatoire de police, c'est plus un échange entre les deux personnes. C'est pour ça qu'au préalable, il faut, mais ça c'est dans mes conseils que je vous donnerai à la fin, au préalable, il faut vraiment savoir ce que fait le laboratoire, les sujets sur lesquels il travaille, les thématiques, avoir un peu compris le sujet de thèse sur lequel vous avez postulé, même si vous n'êtes pas à 100% renseigné, mais avoir bien compris le résumé, le descriptif qui a été posté sur le site, d'avoir été lire des articles qui ont été publiés par rapport à ce sujet et d'avoir des esprits assez clairs quand on arrive au niveau de l'appel téléphonique ou du visio pour pouvoir avoir un échange avec le directeur de thèse. Donc généralement, pendant ce visio, moi les questions que j'ai eues, donc ça a été des questions de savoir si j'avais bien compris le sujet. Donc là c'est le moment de rebondir direct, de dire bah oui j'ai compris ça, mais est-ce que pouvez-vous m'en dire plus sur le sujet, parce que c'est vrai que le descriptif est quand même petit, le résumé, donc et là ils vont vous en dire plus. S'ils ont bien préparé leur truc aussi de leur côté et que c'est en visio, ils vont vous partager un diaporama où ils vont vous réexpliquer tout le sujet, etc. Et après j'ai eu des questions un peu plus scientifiques où on m'a demandé, bah, par exemple, si on te demande de répondre à telle problématique, quelle expérience tu pourrais mettre en place, des questions comme ça. Et après j'ai eu des questions
logique, j'ai envie de dire. On m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais faire une thèse, pourquoi ce sujet-là en particulier m'intéressait. Moi, dans mon cas, vu que je n'ai pas postulé en thèse dans mon laboratoire d'accueil de Master 2, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ne restais pas dans ce laboratoire, pourquoi est-ce que je cherchais ailleurs, pourquoi je partais. Et ensuite, on m'a posé aussi pas mal de questions personnelles, sur ma manière de travailler, comment est-ce que je gérais mes échecs scientifiques, est-ce que ça me dérangeait de travailler sur des animaux quand il y avait des expérimentations in vivo de prévues dans la thèse, comment est-ce que, ma plus grande qualité, mon plus grand défaut, etc. Est-ce que je m'intègre rapidement en laboratoire, est-ce que je préfère travailler seule ou en équipe, etc. Ce genre de questions. Après, il y a des questions scientifiques aussi, mais qui restent sur le sujet. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave. Enfin, c'est normal. Vous pouvez pas tout savoir non plus. Donc voilà, ça c'est la façon dont se passent les appels téléphoniques. Donc voilà. Après l'étape de visio, d'appel téléphonique, ils vont laisser couler quelques jours, ils vont auditionner les autres candidats qui ont postulé et ils vont vous rappeler soit non merci, soit ok, je veux bien, vous êtes sélectionné pour le concours de l'école doctorale, ou ok, venez, on se rencontre et suite à ça, vous serez sélectionné pour le concours doctoral. Voilà. Donc dans mon cas, je suis partie visiter le laboratoire. Les laboratoires, j'ai postulé à plusieurs thèses. Je suis partie visiter les laboratoires. Et suite à cette visite, pareil, on m'a dit, bon bah écoutez, ok, on vous sélectionne, vous êtes prise pour le concours de l'école doctorale. Donc voilà, vous pouvez le savoir avant, mais quand même venir visiter le laboratoire, enfin voilà. Une fois les étapes de visio ou de vrai entretien, lorsque c'est possible que vous êtes sur le même site, sont passées, vous allez avoir une réponse rapidement, normalement maximum 15 jours de délai, et vous allez savoir si vous êtes sélectionné ou pas, et après à vous de faire la démarche, de demander est-ce que je peux venir visiter le laboratoire, etc. Voilà, c'est toujours un plus. Ensuite, j'allais dire quoi? Et ensuite, vous allez être sélectionné pour le concours. J'en profite encore pour vous dire un autre cas que j'ai pensé qui m'est arrivé aussi. Parce que vraiment, ça dépend énormément de chaque truc. Par exemple, avec une collègue, on avait postulé sur un sujet à Poitiers. Donc, on a repéré notre candidat, notre sujet sur l'ABG. On envoie CV, lettre de motivation, tout ce qu'il demande. Et un beau jour, donc pas de mail pour nous dire qu'on a bien réceptionné le dossier, pas de mail pour nous demander si on est disponible pour un entretien visio ou téléphonique, juste 30 minutes pour avoir un premier contact, qu'ils se rendent compte de nous, ce qu'on a compris du C, etc. Rien du tout, pas de nouvelles. Et un beau jour, on a un mail. Bonjour, vous êtes sélectionné pour passer le concours de l'école doctorale. On vous demande de vous rendre tel jour, de vous rendre à tel endroit tel jour, vous devez préparer tant de présentations. Voilà, il n'y a même pas eu de première approche, ils ont regardé juste les dossiers comme ça, ils ont dit ok, celle-là, celui-là, celle-là, on les sélectionne, ils passent le concours, sans première approche au préalable. Donc voilà, ça dépend vraiment encore une fois des cas. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc vous avez votre visio, votre téléphone, vous visitez le laboratoire, tout se passe bien, vous êtes sélectionné pour le concours de l'école doctorale. Comment se passe le concours de l'école doctorale? Le concours, en général, ça va être 10 minutes de présentation et 10 minutes ou 15 minutes de questions. Généralement, c'est devant un jury composé de 15 personnes. J'ai des personnes qui sont passées devant un jury de 7 personnes. Moi, ils étaient 13. Ma collègue à Marseille, ils étaient 15. Ça dépend vraiment. Si jamais c'est loin, vous avez la possibilité de passer le concours en visio. Mais c'est toujours un plus et vous serez toujours bien vu si jamais vous pouvez faire le déplacement. Donc vous êtes devant dans un amphi ou dans une salle et vous devez présenter pendant 10 minutes. Et là encore une fois, ça va être hyper dépendant du sujet de thèse et de l'école doctorale à laquelle il est raccroché pour le sujet. On va vous envoyer un mail, on va tout vous expliquer de ce que vous devez présenter. Moi, en l'occurrence, je devais présenter mon parcours universitaire, mon stage de M2, le sujet de thèse, parler du sujet de thèse. Ensuite expliquer en quoi le sujet de thèse auquel je postulais était en adéquation avec mon parcours universitaire, avec les expériences que j'avais eues dans la recherche, c'est-à-dire avec mes stages au préalable, et de parler de mon projet professionnel. C'est ce qu'ils demandent en général. Il y en a qui vont vous demander de parler que du projet de thèse, ou il y en a qui vont vous demander de présenter que votre stage de Master 2, ou il y en a qui vont vous demander, comme moi j'ai eu, de faire un mix de tout ça. C'est encore une fois hyper dépendant des écoles doctorales, mais ne vous inquiétez pas, ça vous sera expliqué.
Quand vous êtes sélectionné, que vous avez la date du concours de l'école doctorale, généralement, si vos directeurs de thèse ils sont cool, ils vont vous aider à vous préparer. Ils vont vous envoyer tout le descriptif du sujet de thèse, ils vont passer du temps avec vous pour vous expliquer, vous pouvez préparer vos diapos, leur envoyer qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut s'entraîner avant de passer devant l'école doc. Et moi je vous conseille aussi de faire des entraînements avec les directeurs de thèse, mais voilà. Donc le jour de l'école doc arrive, vous avez votre convocation, vous arrivez, bonjour mademoiselle, vous envoyez votre diapo au préalable comme une présentation de master, vous envoyez ça à votre encadrant et quand vous arrivez, le diapo est prêt. Bonjour mademoiselle, vous avez 10 minutes, donc vous enchaînez votre diaporama et après là il y a 10 ou 15 minutes de questions, encore une fois selon les écoles doctorales. Alors les questions, elles m'angoissaient énormément parce que j'avais eu une mauvaise... J'ai eu une mauvaise expérience pendant mon stage pendant ma soutenance orale de M2 qui s'est très bien passée, mais j'ai des questions auxquelles j'ai vraiment eu du mal à répondre. Le stress plus des questions auxquelles je ne savais pas répondre tout simplement, ou des questions auxquelles j'ai pas forcément très bien répondu, et du coup je me sentais pas du tout à l'aise sur la partie questions. Au final ça s'est très bien passé, j'ai eu une meilleure note à ma partie questions qu'à ma partie présentation. J'ai eu 15 à ma partie présentation et 16 à ma partie réponse aux questions, donc bon, très bien. Et moi sur le coup je l'ai mal vécu, ça s'est très bien passé, mais moi personnellement j'étais pas du tout dans le truc. Donc voilà, donc j'appréhendais énormément les questions. En fait les questions, moi de ce que j'ai vécu, ça dépend après des jurys de tout le monde, c'est pas du tout des questions pour nous piéger. Ça va être des questions uniquement en gros sur ce que vous avez mis sur le diaporama. On va peut-être vous demander d'expliquer votre sujet de stage de M2 plus en détail. On va vous poser des questions sur le sujet de thèse. Ah mais vous allez faire ça, mais du coup dans quel but ou comment est-ce que vous pourriez faire autrement? Et ça m'intéresse parce qu'en fait les gens de l'école doctorale ne vont pas forcément connaître votre sujet. C'est pas des professionnels du sujet. Dans le jury, il va y avoir des chercheurs de tout domaine, il va y avoir des doctorants, il peut y avoir des cliniciens, donc vraiment c'est très varié et ils ne connaissent pas forcément votre sujet de thèse et donc ça va plutôt être des questions pour leur curiosité ou pour voir vous jusqu'où vous êtes allé dans votre réflexion pour l'instant, mais personnellement j'ai pas vécu ça comme des questions pièges. Donc j'ai eu ce genre de questions sur le sujet de thèse, des questions un petit peu scientifiques. Après on m'a demandé sur mon projet professionnel, parce que j'ai dit que je voulais faire enseignant-chercheur, on m'a demandé si c'était prévu que dans le cadre de ma thèse, j'ai des heures d'enseignement dédiées. On m'a demandé quoi d'autre, pourquoi je postulais à cette offre, d'expliquer mieux l'adéquation avec mes sujets préalables de recherche. Enfin, vraiment pas des questions compliquées au final. Donc ne vous stressez pas trop pour la partie questions. Si vous avez bien bossé votre sujet de thèse, il n'y a pas de souci. Puis moi j'ai été très bien encadrée par... très bien encadrée quoi, donc c'était très bien. Et ensuite, donc vous attendez le résultat de l'école doctorale et vous avez votre réponse. Oui, vous êtes sélectionné, donc bienvenue. Votre thèse commencera le 1er octobre, blablabla. Voilà. Alors, maintenant, je crois que j'ai tout dit sur à peu près le déroulé, mais je vais vous donner mes conseils, donc un peu dans le désordre, là, il n'y aura pas de plan, c'est les conseils que j'ai notés. Premier conseil, c'est que quand vous allez avoir votre entretien téléphonique ou votre vrai entretien, si jamais c'est dans la même ville ou si vous pouvez vous déplacer, ou votre entretien en visio, posez des questions. Je sais pas si j'ai mes feuilles ici, mais moi je m'étais préparé des questions à poser. Ça montre que vous êtes intéressé, vous ne pouvez faire que bonne impression et pas juste laisser le mec vous présenter son sujet de thèse et vous raconter sa vie comme ça. Il faut qu'il y ait un échange qui se crée, il faut que vous ayez des questions à poser, c'est toujours un plus. Ensuite, j'ai noté visiter le laboratoire, c'est pas primordial, mais si vous pouvez y aller, franchement faites-le. Moi j'ai été visiter 2 laboratoires et je trouve ça super important de voir l'ambiance qu'il y a là-bas, de voir les locaux, de voir comment ça se passe, de voir l'espace de travail dans lequel vous allez potentiellement travailler dans 3 mois. Je trouve ça super important, donc je vous conseille de le faire. Ensuite, j'avais noté des diapos annexes. Ça, c'est pour la partie... école doc. Je vous conseille de vous préparer des questions. Il y a des questions auxquelles vous allez vous rendre compte lorsque vous avez préparé votre truc. Vous allez vous dire « Ah mais ça, il risque de me poser la question ». Vous préparez des diapos annexes à la fin de votre « Merci de votre attention ». Vous préparez des diapos avec lesquels vous allez pouvoir vous servir pour répondre aux questions. C'est toujours bien vu et ça a toujours un bon effet. Ça, je fais ça à chaque fois pour mes présentations. C'est très bien vu, ça montre que vous avez anticipé, que vous avez réfléchi, etc. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Et aussi, je peux vous conseiller de préparer aussi un diaporama si jamais vous avez un entretien visio. Moi, ça ne m'a pas été demandé, mais je l'ai fait. J'ai préparé un petit entretien, un petit
diaporama de 5-6 minutes où je présentais qui j'étais, où j'avais fait mon cursus, ce que j'avais fait en stage de Master 2 et pourquoi j'étais intéressée pour l'offre. Ça prenait 6 minutes et quand l'entretien a commencé, je dis quand on me disait présentez-vous, je dis écoutez, je vais vous partager mon écran, je vous ai préparé un petit truc. C'est super bien vu aussi, vous pouvez faire ça, ça vous prend 5-6 minutes à faire, c'est super rapide et c'est bien vu. Donc ça, après demander aux anciens encadrants, aux anciens thésards l'avis sur les encadrants. Demandez aussi, vous pouvez aussi demander à vos enseignants, hein, les enseignants-chercheurs que vous avez autour de vous dans votre fac. Il y a des chances qu'ils connaissent au moins, peut-être pas la personne directement, mais peut-être le laboratoire auquel vous postulez et ils pourront aussi vous renseigner là-dessus. Donc ça, je pense que ça peut être un plus également. Et réfléchissez aussi également à pourquoi vous voulez faire une thèse. Parce que ça va être la question là vous êtes posée et c'est important de savoir pourquoi on veut faire une thèse quand on se lance là-dedans. Donc voilà, là je réfléchis mais je crois que c'est tout. Donc j'ai dû oublier plein de trucs et j'ai dû être très rapide et je parle tout le temps très vite. Donc j'ai dû oublier des trucs ou pas, peut-être que il y a certains sujets sur lesquels j'ai pas été claire. Donc n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, je vais y répondre. Il n'y a pas de souci, je sais que c'est un truc dont on comprend rien les thèses, on ne comprend rien. Nous on était là avec mes copines, enfin mes collègues de labo, on était là, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait? On postule comment? Et machin, et c'est quoi? Et le financement, pas le financement, et le concours, on comprenait rien. Mais maintenant que c'est passé, je peux vous en parler, mais avant de mettre les deux pieds dedans, vous comprenez rien. Donc j'espère que j'ai pu quand même vous éclairer un petit peu et n'hésitez pas à me poser vos questions, enfin il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à poser des questions à vos enseignants, pour la plupart ils ont fait des thèses, ils savent comment ça se passe, n'hésitez pas à parler aux doctorants que vous avez autour de vous, enfin voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu et je vous dis à la prochaine.